Dans le chapitre 1 consacré à la biochimie, la 22e question est la suivante. Comment sont structurées les protéines? Et pour expliquer comment sont structurées les protéines, vous utiliserez les documents 1 à 3. Voici d'abord le document numéro 1. La partie A de ce document 1 présente la séquence d'une de nos protéines. Cette protéine est appelée la transthyrétine. Elle est présente principalement dans notre plasma sanguin et elle est synthétisée notamment par notre foie. La transthyrétine assure le transport d'une hormone thyroïdienne qu'on appelle la thyroxine. La transthyrétine se lie aussi à une protéine qui fixe le rétinol. Le rétinol étant l'une des formes disponibles de la vitamine A. Dans le terme de transthyrétine utilisé pour nommer cette protéine, trans indique qu'il s'agit d'une protéine de transport, tandis que thyr et ret indiquent que cette protéine contribue au transport de la thyroxine et du rétinol. La transthyrétine servira ici d'exemple pour présenter les différents niveaux d'organisation structurale des protéines. La partie B du document 1 présente les types de liaisons qui interviennent dans la structure spatiale des protéines. Prenez le temps d'exploiter les parties A et B du document numéro 1 avant de découvrir les deux autres documents. Voici le document numéro 2 à exploiter. Les parties A et B de ce document 2 présentent deux types de repliements présents par exemple dans la transthyrétine. Prenez là encore le temps de bien observer ce document 2 pour présenter un des niveaux d'architecture des protéines. Voici le troisième document à exploiter. La partie A de ce document présente la structure spatiale d'une sous-unité de transthyrétine. La partie B de ce document présente la structure de la forme complète et active de cette protéine. Interrompez ici la lecture de cette vidéo et prenez le temps d'exploiter ce document numéro 3 et de répondre à la question 22. Puis, vous reprendrez la lecture de cette vidéo afin de découvrir la réponse à cette question. On peut décrire les protéines selon 4 niveaux différents d'organisation structurale. Et le document 1A devait vous permettre de présenter le premier de ces 4 niveaux. Une protéine est formée par une chaîne polypeptidique ou parfois par plusieurs chaînes. Une chaîne polypeptidique est composée par une succession d'acides aminés. Le document 1A présente la chaîne polypeptidique de la transthyrétine humaine et l'on voit ici que cette séquence est composée de 127 acides aminés. Comme toute chaîne polypeptidique, elle est orientée de son extrémité initiale NH3+, ou extrémité amino-terminale, à son extrémité CO au moins, ou extrémité carboxy-terminale. Chacune des 127 positions de la chaîne est occupée par l'un de nos 20 acides aminés protéinogènes. Chaque acide aminé de la chaîne est représenté ici par un cercle violet dans lequel figure son abréviation en 3 lettres. Ainsi, à l'extrémité amino-terminale se trouve
le premier acide aminé de la chaîne, indiqué par GLY, qui est l'abréviation de la glycine. Et à l'extrémité carboxyterminale se trouve le 127e et dernier acide aminé de la chaîne, indiqué par GLU, qui est l'abréviation du glutamate. La séquence d'acides aminés est aussi appelée la séquence de la protéine, et chaque type de protéine possède une séquence particulière d'acides aminés. Cette séquence constitue la structure primaire d'une protéine et elle correspond au premier niveau d'organisation structurale d'une protéine. Dans une chaîne polypeptidique, les acides aminés sont connectés les uns aux autres par des liaisons peptidiques qui sont des liaisons covalentes entre le carbone du groupement CO d'un acide aminé et l'azote du groupement NH de l'acide aminé suivant. La lettre R représente le radical de l'acide aminé, radical qu'on appelle aussi la chaîne latérale de l'acide aminé. Les 20 types d'acides aminés constitutifs de nos protéines diffèrent par leur radical R. La structure primaire d'une protéine correspond donc à une chaîne polypeptidique déroulée, composée par une succession linéaire d'acides aminés. Le gène de la transthyrétine contient l'information génétique qui va déterminer la séquence de la transthyrétine. Dans le noyau cellulaire, la transcription de ce gène permet d'abord de synthétiser l'ARN messager de la transthyrétine. Le message porté par cet ARN messager est ensuite traduit dans le cytoplasme par les ribosomes et c'est l'information de cet ARN messager qui va déterminer l'ordre précis d'enchaînement des 127 acides aminés de la transthyrétine. À l'issue de la traduction, on obtient une chaîne polypeptidique linéaire qui représente la structure primaire de la transthyrétine. Cette chaîne va ensuite se replier et adopter une structure tridimensionnelle qui lui est spécifique et qui la rend fonctionnelle. Cette structure tridimensionnelle de la protéine est la conformation naturelle ou native de la protéine. Cette conformation native est établie puis maintenue par d'autres types de liaisons que la liaison peptidique. Et c'est par l'établissement de ces différents types de liaisons non peptidiques que chaque protéine va acquérir des structures d'ordre supérieur à la structure primaire. La structure primaire acquise lors de la traduction est donc caractérisée par une séquence précise d'acides aminés et la nature chimique des chaînes latérales des acides aminés successifs de la chaîne va déterminer la conformation native que va adopter la protéine au cours de sa maturation post-traductionnelle. Sur le document 1b est représentée en mauve une portion de chaîne polypeptidique. Ce document 1 permet de présenter les différents types de liaisons qui interviennent dans l'établissement de la structure spatiale des protéines. Parmi ces liaisons, certaines sont des liaisons non covalentes et elles seront légendées ici en rouge. Les liaisons hydrogène constituent un premier type de liaison non covalente impliquée
dans la structure spatiale des protéines. Nous verrons, en commentant le document numéro 2, que les liaisons hydrogènes peuvent s'établir entre l'oxygène du groupement CO d'une liaison peptidique et l'hydrogène du groupement NH d'une autre liaison peptidique. Des liaisons hydrogènes peuvent aussi se former entre deux chaînes latérales d'acides aminés, par exemple ici, entre l'oxygène du groupement CO du radical de l'asparagine et l'hydrogène du groupement OH du radical de la sérine. Des liaisons hydrogènes peuvent aussi s'établir entre un atome d'une liaison peptidique et un atome d'une chaîne latérale d'acides aminés. Les liaisons hydrogènes peuvent être présentes soit à l'intérieur d'une même chaîne polypeptidique, comme ici, soit entre des chaînes différentes. Un second type de liaison non covalente intervenant dans la conformation des protéines est la liaison ionique, qui est une liaison d'attraction électrostatique entre un cation et un anion. Comme certains radicaux d'acides aminés sont chargés, des liaisons ioniques vont connecter entre eux des radicaux de charge opposée. Par exemple, une liaison ionique va s'établir entre le groupement NH3+ du radical de la lysine et le groupement CO- du radical de l'aspartate. Ces liaisons ioniques peuvent lier deux parties d'une même chaîne polypeptidique, comme ici, ou bien deux chaînes polypeptidiques différentes. Les interactions hydrophobes constituent un troisième type de liaison non covalente impliquée dans le repliement des protéines. En effet, certains acides aminés ont une chaîne latérale hydrophobe, c'est-à-dire non polaire. C'est par exemple le cas de la valine, dont le radical hydrophobe est représenté ici. Les radicaux hydrophobes ne peuvent pas former de liaison hydrogène avec les molécules d'eau, alors que les molécules d'eau, qui sont polaires, s'associent entre elles par des liaisons hydrogènes. Et ainsi, repoussées par les molécules d'eau, ces chaînes latérales hydrophobes ont donc tendance à se rapprocher, permettant ainsi l'établissement d'interactions entre différentes parties d'une chaîne polypeptidique. Par exemple, les radicaux hydrophobes de deux valines vont être rapprochés par ces interactions. Les forces d'attraction qui interviennent entre radicaux hydrophobes sont des forces de Van der Waals. Les liaisons hydrogènes, les liaisons ioniques et les forces de Van der Waals entre radicaux hydrophobes sont des liaisons non covalentes, c'est-à-dire des liaisons plus faibles que les liaisons covalentes. Mais c'est par leur grand nombre qu'elles vont pouvoir aboutir ensemble à maintenir une forte cohésion au sein d'une protéine et stabiliser ainsi sa structure spatiale. La conformation des protéines ne met pas seulement en jeu des liaisons non covalentes, mais également des liaisons covalentes qui sont légendées ici en bleu et qui sont plus précisément des ponts disulfurants. En effet, la cystéine est un acide aminé soufré et sa présence dans une protéine va permettre l'établissement de ponts disulfure ou ponts S entre deux cystéines appartenant soit à la même chaîne, comme c'est le cas ici, soit à deux chaînes différentes. Après avoir défini ce qu'est la structure primaire d'une protéine et avoir présenté les types de liaisons intervenant dans la structure spatiale des protéines,
nous allons décrire le niveau d'organisation suivant d'une protéine. Dans la plupart des protéines, et par exemple dans la transthyrétine, certains segments de la chaîne polypeptidique sont pliés ou enroulés de façon répétitive, et ces segments vont contribuer à la forme globale de la protéine. Des liaisons hydrogènes vont intervenir pour former et stabiliser ces segments, lesquels constituent ce que l'on va appeler la structure secondaire de la protéine. Pour aborder la structure secondaire d'une protéine, il nous faut présenter d'abord les propriétés spatiales de la liaison peptidique. La liaison peptidique est une liaison amide entre le carbone du groupement carbonyle d'un acide aminé et l'azote du groupement aminé de l'acide aminé suivant. On appelle groupe peptidique l'ensemble des 6 atomes que cette liaison peptidique fait intervenir, c'est-à-dire le carbone alpha d'un premier acide aminé, le carbone et l'oxygène du groupement CO, l'azote et l'hydrogène du groupement NH, puis le carbone alpha de l'acide aminé suivant. La liaison peptidique est une liaison rigide et les 6 atomes du groupe peptidique se trouvent tous situés dans un même plan, ce plan étant représenté ici en jaune. Et ainsi, un polypeptide s'apparente à un enchaînement de plaques rigides rectangulaires dont les seuls mouvements, qui sont indiqués ici par des flèches circulaires, peuvent se faire au niveau des carbones alpha. Il existe 2 configurations possibles du groupe peptidique. Dans la configuration trans, les carbones alpha de 2 acides aminés successifs occupent les coins opposés du rectangle que forme le plan du groupe peptidique. Dans cette configuration trans, 2 radicaux successifs, par exemple ici R1 et R2, se trouvent éloignés l'un de l'autre, c'est-à-dire situés en position opposée par rapport au plan de ce groupe peptidique. Dans la configuration 6, les carbones alpha sont situés du même côté de ce plan et les radicaux R1 et R2 qu'ils portent sont alors proches l'un de l'autre. Dans l'espace, ces 2 radicaux vont alors se gêner mutuellement, ce qui défavorise cette configuration 6. Ainsi, dans une chaîne polypeptidique, le groupe peptidique est dans sa configuration la plus stable, c'est-à-dire dans la configuration trans. Dans un polypeptide, les plans formés par les liaisons peptidiques successives vont adopter une disposition spatiale spécifique. Les 2 types de repliement que le document 2 va permettre de présenter sont les 2 modes de repliement les plus courants présents dans les protéines et qu'on trouve par exemple tous les 2 dans la transthyrétine. Le premier type de repliement des protéines a été découvert dans la kératine alpha, laquelle est une protéine abondante dans notre peau ou nos cheveux. Ce premier type de repliement est représenté dans le document 2A et on l'appelle l'hélice alpha. Les plans successifs formés par les liaisons peptidiques tournent ici régulièrement l'un par rapport à l'autre et on obtient alors une structure en hélice. La chaîne polypeptidique est maintenue dans cette configuration en hélice grâce à une succession de liaisons hydrogènes qui sont représentées ici par ces petites hachures bleues. Ces liaisons
hydrogène situé, toutes les 4 liaisons peptidiques sont présentes entre l'oxygène du groupement CO d'une liaison peptidique et l'hydrogène du groupement NH d'une autre liaison peptidique. Et l'ensemble forme une hélice régulière qui peut être comparée à un escalier en colimaçon dont les liaisons hydrogènes constitueraient les poutrelles de soutènement. L'hélice alpha, présente par exemple dans la transthyrétine, constitue l'un des 2 principaux types de structures secondaires des protéines. Notons que des hélices alpha composées principalement d'acides aminés hydrophobes sont présentes dans les protéines membranaires. En traversant la bicouche lipidique, ces hélices alpha servent à ancrer ces protéines dans la membrane. Il existe par exemple une grande famille de récepteurs membranaires dont les membres sont composés par 7 hélices alpha hydrophobes et transmembranaires qui permettent l'insertion du récepteur dans la membrane plasmique. Dans certaines protéines, comme par exemple dans la kératine alpha, une hélice alpha peut s'enrouler sur une autre pour former une structure particulièrement stable. Et on va obtenir ainsi des sortes de câbles torsadés et spiralés formant des fibres résistantes en raison de l'établissement en grand nombre de ponts disulfure et de liaisons hydrogènes. Un second type de repliement, présenté sur le document 2b, a été découvert dans une protéine appelée la fibroïne, qui est la protéine principale de la soie, produite par exemple par le ver à soie. Ce second type de repliement, qui est par exemple présent dans la transthyrétine, est appelé le feuillet plissé bêta et il constitue l'un des 2 principaux types de structures secondaires des protéines. Les plans successifs des liaisons peptidiques vont alterner ici, l'un par rapport à l'autre, selon 2 orientations spatiales privilégiées, formant une structure en feuillet plissé qui rappelle la forme d'une carte routière dépliée en accordéon. Les carbones alpha sont situés dans les pliures de cette carte. Quand les radicaux sont situés à l'arrière-plan, ils sont représentés en pointillés. Les liaisons peptidiques sont représentées par un trait plein de couleur bleue. Chaque volet de la carte dépliée est matérialisé par 2 liaisons peptidiques de la chaîne, ces 2 liaisons peptidiques étant unies latéralement par des liaisons hydrogènes qui sont représentées par des petites hachures bleues. Ces liaisons hydrogènes établissent un lien latéral entre le groupement CO d'une liaison peptidique d'un brin et le groupement NH d'une liaison peptidique du brin voisin. Ce sont ces liaisons hydrogènes qui permettent la mise en place et la stabilité des feuillets plissés bêta. Les larges flèches bleues qui apparaissent ici en bas du document 2b représentent les zones où la chaîne polypeptidique forme une sorte de ruban plissé. Le sens de la flèche indique l'orientation de la chaîne, les flèches étant toujours dirigées vers l'extrémité carboxy-terminale de la chaîne. Nous venons de voir que les feuillets bêta sont formés par des brins voisins connectés entre eux par des liaisons hydrogènes.
latérales. Par exemple, le feuillet bêta qui est représenté sur le document 2B est formé par deux brins. Les deux brins peuvent avoir soit une même orientation, soit une orientation inversée. Ainsi, les feuillets bêta sont qualifiés de parallèles s'ils se forment à partir de brins voisins ayant la même orientation. Et les feuillets bêta sont qualifiés d'antiparallèles si chaque brin connecté à ses voisins par des liaisons hydrogènes se trouve avec une orientation opposée à celle des brins immédiatement voisins. Notons que les feuillets bêta à brins antiparallèles sont plus stables que les feuillets bêta à brins parallèles. Les feuillets plissés bêta prédominent dans certaines protéines fibreuses, comme par exemple dans la fibroïne de la soie, mais les feuillets plissés bêta sont également présents dans de nombreuses protéines globulaires. Dans les protéines, les hélices alpha et les feuillets bêta sont les deux structures secondaires les plus communes. Certaines protéines sont formées principalement d'hélices alpha, d'autres principalement de feuillets bêta, et d'autres encore sont des structures mixtes formées par ces deux types de structures secondaires. Il existe d'autres catégories de structures secondaires des protéines. On peut par exemple citer la boucle qui, contrairement aux hélices alpha et aux feuillets bêta, est une structure non ordonnée. On peut citer aussi le coude bêta qui implique 4 acides aminés et met en jeu une liaison hydrogène entre le groupement CO du premier de ces 4 acides aminés et le groupement NH du quatrième acide aminé. Il existe aussi des structures dites super secondaires, qu'on appelle aussi des motifs, et qui sont constituées par plusieurs structures secondaires. Un exemple de structure super secondaire est le motif hélice-boucle. Hélice composé d'une hélice alpha reliée par l'intermédiaire d'une boucle à une seconde hélice alpha. Et ce motif permet à certains facteurs de transcription de se fixer sous forme de dimère à une séquence spécifique d'ADN. Dans les chaînes polypeptidiques, on peut trouver des unités de reploiement indépendantes qu'on appelle des domaines protéiques. Ces domaines sont des sortes d'unités modulaires de reploiement, souvent associées à une fonction spécifique. Le document 3A représente la forme tridimensionnelle globale de la transthyrétine. Ce modèle de représentation est appelé le modèle en ruban. Dans un tel modèle en ruban, l'hélice alpha est représentée par un ruban enroulé en hélice et les feuillets bêta sont représentés par un ensemble de larges flèches alignées. Sur ce document 3A, on a donc superposé à la forme globale de la transthyrétine les types de structures secondaires que cette protéine contient. Les différentes catégories de liaisons que nous avons décrites tout à l'heure en commentant le document 1B peuvent s'établir entre les chaînes latérales des acides aminés et ces liaisons vont déterminer et stabiliser la forme tridimensionnelle d'une protéine lui permettant d'acquérir sa structure tertiaire. Le document 3A présente donc la structure tertiaire d'un polypeptide de transthyrétine, la chaîne polypeptidique ayant ici acquis sa structure repliée finale, c'est-à-dire sa conformation native. La forme
de cette protéine permet de la classer dans les protéines globulaires, c'est-à-dire dans les protéines qui ont une forme sphérique ou ovoïde. Le polypeptide constitutif de la transthyrétine forme d'une part une unique hélice alpha, visible ici, et d'autre part, deux feuillets bêta antiparallèles, visibles ici et ici, et qui sont constitués chacun par 4 brins antiparallèles. Sur le schéma qui apparaît ici à droite, la flèche rouge représente le processus de repliement d'une protéine globulaire. La nature hydrophile ou hydrophobe des chaînes latérales des acides aminés va conditionner le repliement de la chaîne polypeptidique. Par exemple, certains acides aminés du polypeptide ont un radical hydrophile, représenté ici par les ronds jaunes, alors que d'autres acides aminés du polypeptide ont un radical hydrophobe, représenté ici par les ronds bleus. Les régions de la chaîne polypeptidique contenant à la fois des radicaux hydrophiles et des radicaux hydrophobes sont qualifiées d'amphiphiles. Lorsqu'en milieu aqueux, une protéine se replie pour adopter sa conformation globulaire, les radicaux hydrophiles vont avoir tendance à se positionner à la périphérie de la protéine. Ainsi, un manchon d'eau, qui est représenté ici en bleu clair, va envelopper la protéine repliée et les molécules d'eau de ce manchon vont établir des liaisons hydrogènes avec les radicaux hydrophiles. Par contre, les radicaux hydrophobes vont se trouver enfouis au centre de la protéine, c'est-à-dire loin des molécules d'eau, formant ainsi le cœur hydrophobe de la protéine. Le processus qui permet de passer de la structure primaire à la conformation globulaire se déroule de façon progressive. La chaîne polypeptidique se condense d'abord en globules grâce à des interactions hydrophobes, formant ainsi le cœur hydrophobe de la protéine, d'où l'eau est exclue. Puis, les groupements polaires CO et NH des liaisons peptidiques vont former entre eux des liaisons hydrogènes responsables des structures secondaires. Des exemples de structures secondaires visibles ici sont un feuillet bêta hydrophobe à 3 brins antiparallèles situés au cœur de la protéine et 2 hélices alpha amphiphiles dont les radicaux hydrophiles sont présents en surface de la protéine, c'est-à-dire au contact de l'eau environnante. La structure tertiaire se met ensuite en place et elle est stabilisée par des liaisons hydrogènes, des interactions ioniques et des forces de Van der Waals entre radicaux hydrophobes. Des protéines chaperones vont favoriser le repliement de la chaîne polypeptidique. En effet, une chaîne polypeptidique non encore repliée a ses régions hydrophobes exposées et les protéines chaperones vont se lier à ces régions hydrophobes et les masquer, les empêchant ainsi de s'attirer et de former des agrégats protéiques inactifs. Les protéines chaperones orientent le repliement des protéines et elles empêchent l'acquisition de conformations incorrectes. Certains facteurs, tels qu'une élévation de la température ou des conditions trop acides ou
trop basiques, ou bien l'action de certains agents tels que l'alcool, des détergents ou l'urée à concentration élevée vont dénaturer la protéine. La dénaturation d'une protéine est la perte de sa structure tertiaire. C'est-à-dire que la protéine va perdre sa conformation native, mais ses liaisons peptidiques ne sont pas rompues. Seules les liaisons qui permettaient à la protéine de maintenir sa conformation dans l'espace ont été rompues. La protéine dénaturée est une chaîne polypeptidique déroulée et elle a alors perdu sa fonction. Si on retire le milieu dénaturant dans lequel on a placé une protéine, celle-ci va souvent retrouver sa conformation native, ce qui indique que toute l'information nécessaire pour déterminer la conformation d'une protéine est contenue dans sa séquence d'acides aminés. Le document 3B présente l'organisation tridimensionnelle de la transthyrétine sous sa forme fonctionnelle. Ce document montre que la transthyrétine est en fait une protéine tétramérique dont la forme est sphéroïde et qui est constituée par 4 sous-unités identiques. Des liaisons non covalentes permettent d'associer entre elles ces 4 sous-unités. Au centre du tétramère se trouve une poche où peut se fixer la thyroxine, c'est-à-dire l'hormone thyroïdienne que la transthyrétine transporte. La protéine de liaison du rétinol se fixe pour sa part sur la face externe de la transthyrétine. Chaque sous-unité du tétramère de transthyrétine est un polypeptide dont la structure tertiaire est représentée sur le document 3A. Comme la transthyrétine, de nombreuses autres protéines sont constituées par plusieurs chaînes polypeptidiques ayant elles-mêmes une structure tertiaire et reliées entre elles par des liaisons non covalentes. On dira de ces protéines qu'elles ont une structure quaternaire. Les sous-unités des protéines à structure quaternaire sont appelées des protomères et la protéine complète est un oligomère, par exemple un tétramère dans le cas de la transthyrétine. Les protomères peuvent être identiques entre eux, comme c'est le cas de la transthyrétine, qui est donc un homotétramère. Mais les protomères peuvent être aussi des polypeptides différents. Par exemple, l'hémoglobine, présente dans nos globules rouges, est une protéine formée par 4 globines, dont 2 globines alpha identiques entre elles et 2 globines bêta également identiques entre elles. Chacune des 4 globines porte un groupement M capable de fixer une molécule de dioxygène. L'hémoglobine est donc un hétérotétramère alpha 2, bêta 2 et la forme globale de cette protéine est sphéroïde. Comme la transthyrétine, l'hémoglobine est donc une protéine globulaire à structure quaternaire. Il existe aussi des protéines fibreuses à structure quaternaire, comme le collagène, que l'on trouve par exemple dans nos os,
et nos tendons. Le collagène est organisé en faisceaux de fibres constitués de fibrilles et l'unité élémentaire de la fibrile est un homotrimère de collagène organisé en triple hélice. La réponse à la question 22 peut donc être énoncée de la façon suivante. On distingue 4 niveaux d'organisation structurale des protéines. La structure primaire d'une protéine représente sa séquence d'acides aminés. La structure secondaire d'une protéine décrit les portions de la séquence organisées en hélice alpha ou en feuillet plissé bêta par l'établissement de liaisons hydrogènes entre les groupes CO et NH des liaisons peptidiques. La structure tertiaire d'une protéine est sa conformation tridimensionnelle globale. La structure quaternaire correspond à l'union de plusieurs sous-unités polypeptidiques, identiques ou différentes, ayant chacune une structure tertiaire. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ce que sont les enzymes.